Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner mon petit début de rentrée littéraire. Non, j'ai pas lu les 500 romans qui sont sortis à la rentrée cette année, mais j'en ai lu déjà 5. Ou du moins, j'ai presque fini 5 romans dont j'ai envie de vous parler. Cinq romans, deux que j'ai plutôt moyennement aimés, deux qui ont beaucoup de promesses, et un qui est carrément un coup de cœur. Alors je commence tout de suite avec les deux premiers romans. Le premier, c'est celui qu'évidemment on parle beaucoup, c'est le dernier roman d'Amélie Nothomb, qui s'appelle Premier sang. Alors, de suite, c'est une vidéo sans spoil. Je vais essayer de le faire et je pense que ça sera bon. Une vidéo sans spoil. Premier sang d'Amélie Nothomb. Déjà, le titre est peut-être pas terrible d'ailleurs. Bon, ça parle d'un événement du bouquin, mais je trouve que j'aurais pu trouver un autre titre. Qu'est-ce que c'est? Amélie Nothomb, vous n'êtes pas sans savoir, a perdu son père pendant le premier confinement, qui était un grand diplomate belge. Et c'est peut-être pas impossible que ces événements-là, et peut-être la fin de la vie de son père, aient poussé aussi à écrire ce livre, puisque c'est l'histoire de son père. Et c'est l'histoire de son père quand il est enfant, et une enfance très particulière. Et là, j'en dis pas plus, parce que je vous laisse déjà un petit peu accrocher. Alors, pourquoi est-ce que j'étais un peu déçu par ce roman? D'abord, on est vraiment dans Amélie Nothomb. Alors là, j'ai presque envie de dire qu'on l'entend parler. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est quand même c'est assez humoristique. Moi, je trouvais que c'était assez marrant, en fait, c'est assez drôle, alors que ça parle d'un thème quand même assez sombre et assez sérieux, notamment l'événement de la vie du père d'Amélie Nothomb, dans lequel il est tombé et qui est quand même un événement assez tragique. Mais toute l'approche est faite toujours avec beaucoup d'humour, comme le fait assez bien Amélie Nothomb. Pourquoi je suis déçu? Parce que peut-être que je l'ai un peu trop comparé au précédent d'Amélie Nothomb qui m'avait plu, notamment pas son dernier, mais l'avant-dernier qui était Soif. Et dans Soif, c'est vrai qu'elle avait réussi à trouver une voix propre, la voix de Jésus, c'est quand même assez incroyable, mais elle avait réussi à trouver cette voix propre, et dans celui-là, je trouve pas qu'elle a réussi à trouver une voix, c'est la sienne, on est dans du Amélie Nothomb, et ça manque peut-être un petit peu d'envergure sur ça. Est-ce que c'est un grand roman? Non. C'est un bon Amélie Nothomb, certes, mais pas un grand roman. Le deuxième roman qui m'a beaucoup plu au départ, c'est celui de David Diop. David Diop, vous êtes pas sans savoir aussi qu'il a écrit un premier roman remarquable, dont je vous avais fait une petite vidéo, vous pouvez la retrouver par là, qui s'appelait Frères d'âme. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que je compare les deux romans que forcément je suis un petit peu déçu par le dernier. Celui qui vient de sortir pour la rentrée littéraire, c'est l'histoire d'un botaniste de la fin du XVIIIe siècle qui part au Sénégal, jeune homme, et qui veut essayer de créer une gigantesque œuvre botaniste qui aurait la possibilité de mettre tous les plantes dans cette œuvre-là. Et il va mettre toute sa vie, ce pauvre homme, et il va en mourir. Alors, je ne vous spoil pas parce que ça commence par ça, en fait. Ça commence par la mort du personnage. Bon. Pourquoi je suis un peu déçu? Parce que là encore, il n'y a pas une voix. Alors dans Frères d'âme, la voix, elle est extraordinaire. C'est la voix du tirailleur sénégalais à la première personne, qui parle en lui-même, qui psalmodie un petit peu comme un conte africain, quelque chose d'horrible quand même ce qui se passe dans ce roman. C'est une claque, c'était foudroyant, c'était extraordinaire. Et là, on est dans un roman 18e siècle, en fait. Même si c'est pas écrit comme le 18e, mais il y a quelque chose d'assez lent, d'assez posé. Il y a une romance qui se crée. Bref, je l'ai lâché, en fait. Pour tout vous dire, j'ai envie de le finir, mais je l'ai lâché. Et je trouve ça dommage parce que je pense que ça parle d'un moment assez important, et notamment de l'esclavagisme. Donc c'est quand même aussi un sujet très pertinent à ce moment, à cette frontière-là du fin du 18e, 19e siècle, où il y aura la fin de l'esclavagisme. Deux autres romans qui, eux, ont des belles promesses, parce qu'encore une fois, je ne les ai pas finis. Vous allez me dire, j'ai pas beaucoup bossé, c'est vrai. Alors, le premier, il est quand même gros. La carte postale d'Anne Berest. Là, on est dans la Shoah, on est dans les origines juives, on est dans du bon, une bonne comédie. Alors, ce qui est assez passionnant, le pitch de départ, donc encore une fois, je ne spoil pas, parce que c'est vraiment le pitch de départ, la mère du personnage principal reçoit une carte postale avec 4 prénoms. Et il se trouve que ces 4 prénoms sont les aïeux qui sont morts à Auschwitz. C'est quand même assez glauque, recevoir ça 40 ans après. Alors elle cache cette carte et c'est un événement qui passe comme ça un peu sous silence. Et le roman commence avec la maternité de l'autrice et au moment où elle est enceinte, elle a envie de travailler sur ses origines et elle demande à sa mère de lui raconter l'histoire donc de ses aïeux qu'elle ne connaît pas. Et on a toute l'histoire d'une famille juive russe du début du XXe siècle jusqu'à la Shoah. Alors ça, c'est une très belle partie. C'est puissance, voilà, c'est vraiment très fort. Et ce qui est un petit peu étonnant,
c'est qu'au moment où elle nous parle de tout ça, qui finissent donc gazés à Auschwitz, on tombe, bim, à l'heure actuelle. Et on suit la vie de la personnage principale avec tout ça, ce qu'elle a. Elle est juive, mais elle n'est pas juive. Voilà. Qu'est-ce que c'est être juif sans être juif? Vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas pratiquante, elle est juive parce qu'elle est fille de femmes juives, etc. La judaïcité se passe comme ça. Et donc elle se pose toutes les questions de la judaïcité à l'heure actuelle, du retour d'une certaine forme d'antisémitisme, et elle va partir en quête de l'auteur de cette carte postale. Je m'arrête là, vous voyez, j'ai pas trahi trop le roman. Donc, demi-teinte. Magnifique évocation de la Shoah, et ce truc d'enquête des souvenirs un petit peu étrange. J'ai l'impression qu'elle a peut-être pas réussi à faire un choix et qu'elle a voulu tout mettre. Le deuxième roman dont je vais vous parler là, qui a des bonnes promesses, c'est Milwaukee Blues, qui parle d'un quartier noir très défavorisé et qui montre comment ces quartiers justement ghettoisés ont été ghettoisés aux États-Unis. Alors ça part de quoi? Ben, ça part tout simplement de George Floyd. L'assassinat par la police américaine de cet homme noir, donc afro-américain, on sait bien, a lancé Black Lives Matter. Et là, du coup, il prend un personnage fictif qui meurt de la même façon au tout début du roman, et il essaie d'en créer son histoire. Il crée son histoire à travers le récit de toutes les personnes qui l'ont connu. Donc on a le patron de la supérette qui appelle le 911, l'ami d'enfance, l'institutrice, le pote dealer, etc., etc., je dévoile pas trop. Et on voit comme ça passer toute l'éducation de ces gamins. C'est assez intéressant, je trouve que c'est une petite étude sociologique qui est quand même vraiment captivante et qui nous parle fondamentalement avec le racisme et tout ce qui est encore présent à la fois là-bas aux États-Unis, mais aussi chez nous, il ne faut pas l'oublier. Donc un roman qui promet vraiment beaucoup, je trouve que c'est très bien écrit également. Il y a plusieurs voix, donc c'est un peu choral, c'est très bien écrit. Et je ne l'ai pas fini, mais ça me serait tardé. Le dernier roman, c'est le coup de cœur de la rentrée littéraire. Alors, j'ai pas lu les 500 comme je vous l'ai dit, donc je sais pas. Mais là, pour moi, c'est quand même un grand coup de cœur. C'est le dernier roman de Clara Dupont-Moreau. Il est court, il est intense. Je vais essayer de ne pas spoiler non plus, je vous le promets. Alors, ça s'appelle S'adapter. Ça parle de l'enfant handicapé. On l'a dès le début du roman. C'est un handicap très très lourd. C'est un gamin qui est censé pas vivre en fait. Il peut pas voir, il entend à peine, il peut pas se mouvoir. C'est vraiment le handicap, on pourrait dire terrible quoi, quand ça tombe sur les parents. Et l'originalité de ce roman, c'est que c'est pas traité du point de vue très pathos qu'on pourrait entendre du point de vue des parents qui vont porter ça toute leur vie. Non, c'est traité du point de vue des frères et des sœurs, puisqu'il y a d'autres enfants dans cette fratrie, et c'est eux qui, à tour de rôle, vont nous parler de l'enfance et de la vie de cet enfant handicapé. C'est extraordinaire, c'est magnifique, chaque enfant se positionne évidemment de différentes façons, on voit leur vie marquée par cela, et le mot clé c'est s'adapter. Comment est-ce qu'ils vont s'adapter ou non, de quelle façon, et jusqu'où ça va aller, est-ce qu'ils vont arriver à reconstruire cette famille qui est brisée évidemment par cette arrivée-là. C'est très très beau, il y a des personnages qui sont vraiment croqués à merveille. Clara Dupont-Moreau écrit remarquablement bien. Je vous conseille d'aller vous ruer sur ce petit roman, parce que vous le lirez en même une après-midi, une soirée, quand vous lisez, et vous n'en reviendrez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et ces 5 conseils de lecture. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez lu ces ouvrages-là ou si vous avez envie de les lire et si vous les lisez. On se dit à la semaine prochaine sur les Dessous des bibliothécaires, jeudi soir à 19 h. Merci.